Bonsoir et bienvenue sur Public Sénat. Alexandre Benalla a utilisé 20 fois ses passeports depuis son licenciement. L'ancien chargé de mission aurait même falsifié des documents pour obtenir un passeport de service. Il se serait ainsi rendu au Tchad, mais aussi en Israël, au Maroc et aux Bahamas. Des informations explosives révélées aujourd'hui par la commission d'enquête sénatoriale sur cette affaire Benalla. Elle a repris ses travaux cet après-midi. Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, a été le premier à être entendu par les sénateurs. Retour sur les temps forts de son audition tout de suite. Mes chers collègues, de nouvelles informations sont parues à la fin de l'année dernière, entraînant des mises au point de la présidence de la République et une action judiciaire du ministre des Affaires étrangères. M. Benalla a utilisé un passeport diplomatique pour des déplacements, alors qu'il avait été mis fin à ses fonctions à la présidence de la République. Il a été reçu en audience avec des hommes d'affaires, par de hautes personnalités, notamment des chefs d'État, et en particulier le président tchadien, quelques jours avant la visite du président français au Tchad. De multiples informations font état d'une activité professionnelle débordante dont la nature reste obscure. Il a été avancé, puis en partie démenti, que des contacts réguliers avaient été maintenus entre le chef de l'État et son ancien collaborateur. Ce matin encore, nous apprenons que des titres officiels et un téléphone permettant des communications cryptées auraient été restitués il y a quelques jours seulement par M. Benalla, sans d'ailleurs avoir été réclamés par la présidence de la République. D'autres informations qui ont donné lieu à une réaction exprimant la préoccupation de la présidence de la République font état d'un contrat entre M. Kras et un oligarque russe à une date où M. Kras était encore chargé d'encadrer les réservistes de la gendarmerie participant à la sécurité du palais de l'Élysée. Je vous informe que M. Kras a démenti ces informations dans un courrier qu'il nous a adressé hier. Nous avions déjà observé la difficulté rencontrée à partir du 2 mai dernier par l'Élysée pour sanctionner M. Benalla de manière effective et au niveau qui convenait, et aussi les difficultés rencontrées pour que la justice soit saisie des faits du 1er mai. Nous ne pouvions laisser sans réponse les questions soulevées par ces nouvelles informations. Je vais maintenant proposer à nos rapporteurs de vous poser quelques questions. Par qui vais-je commencer? Madame Jourdain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je vais commencer par une question à laquelle je crois que vous pourrez répondre à défaut d'enquête sur ce point. Le Président Ball a rappelé tout à l'heure, la presse s'est fait écho cette semaine de ce que beaucoup ont analysé comme un manque de diligence de la part de la présidence de la République pour obtenir la restitution par M. Benalla de plusieurs facilités, de plusieurs objets dont il disposait dans le cadre de ses fonctions. Parmi les éléments qui ont été cités figure tout d'abord un téléphone Théorème, qui est un téléphone ultra sécurisé, dont M. Benalla aurait eu l'usage dans le cadre de ses missions à l'Élysée et qu'il aurait depuis son licenciement conservé. Pourriez-vous nous indiquer à quelle fin M. Benalla disposait d'un tel outil, si tel est le cas? Très bien, Madame la rapporteure. J'ai effectivement, hier soir, en lisant un hebdomadaire, pris connaissance d'un certain nombre de choses que je dois aujourd'hui remettre dans leur contexte. Et c'est bien volontiers que je vous donnerai tous les éléments à ma disposition en cet instant. Le téléphone en question s'appelle un Théorème. Il est développé par la société Thales, donc tout le monde aura compris l'humour, le théorème de Thalès. De quoi s'agit-il? C'est un combiné téléphonique qui permet d'échanger des conversations chiffrées, donc sécurisées. Cela nécessite que les deux correspondants aient le même type de matériel. Ce système Théorème est très répandu dans l'appareil d'État puisqu'il existe 4600 terminaux qui sont déployés auprès
des autorités de l'État, mais également de ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Ce sont par exemple des entreprises stratégiques pour la nation. Contrairement à ce qu'affirme l'hebdomadaire auquel je faisais référence, ce matériel n'est pas classé secret défense. Il ne s'agit pas d'un matériel relevant de la législation secret défense. Alors, qu'en est-il du déploiement de Théorème dans les services de l'Élysée? Il existe dans les services de la présidence de la République 30 combinés Théorème qui sont utilisés par plusieurs services. Tout d'abord, le service de l'état-major particulier du chef d'État, service qui est dirigé par un amiral. Ensuite, les aides de camp qui officient dans la proximité du président de la République sont également équipés de ce dispositif, tout comme les membres de la cellule diplomatique, qui sont au nombre de 17 et qui ont tous rang de diplomate. Et un poste est attribué à la chefferie, c'est-à-dire l'équipe de 3 cadres A qui, sous mon autorité, gère l'agenda du président de la République et organise ses déplacements. Ce poste, qui a donc été attribué à la chefferie, a été affecté à M. Benalla. Au moment de son licenciement, M. Benalla aurait dû rendre ce combiné. Tout salarié qui quitte une entreprise définitivement rend toutes les affaires qui appartiennent à l'employeur. C'est une obligation et, en l'occurrence, elle n'a pas été respectée. Dans le courant de l'été, donc M. Benalla a quitté l'Élysée le 1er août, dans le courant de l'été, le bureau de M. Benalla a fait l'objet d'une perquisition. C'était le 26 juillet 2018, au cours de laquelle les enquêteurs ont saisi un certain nombre d'objets, sans nous dire lesquels. Ils ne sont pas obligés de nous dire quels sont les objets qu'ils ont pris. D'autres objets qui étaient dans le bureau de M. Benalla ont été rendus aux différents services de l'Élysée, les moyens informatiques aux services informatiques. Il y avait également des objets personnels qui ont été rangés dans un carton après la réalisation d'un inventaire, carton qui est toujours à l'Élysée, que M. Benalla n'a pas récupéré. Et le 4 octobre, au cours d'un inventaire périodique effectué par le service qui est gestionnaire des dispositifs Théorème, il a été constaté que le combiné qui était affecté à M. Benalla était manquant, n'était plus à l'Élysée, et entre-temps, on avait pu s'assurer que les enquêteurs ne l'avaient pas pris. Donc le 4 octobre, le service gestionnaire a immédiatement rendu le matériel inutilisable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus l'utiliser pour converser en toute sécurité avec un certain nombre d'autorités. Et ce responsable du service a également immédiatement exploité les journaux de connexion du poste qui avait été attribué à M. Benalla pour voir s'il avait été utilisé. Et cet appareil n'avait plus été utilisé depuis le 1er juillet. Donc, même si l'appareil n'a été neutralisé que le 4 octobre, nous pouvons affirmer qu'il n'a pas été utilisé à compter du 1er juillet 2018. Donc il n'y a eu aucune conversation chiffrée entre M. Benalla et quelque autorité que ce soit. Le 11 janvier, donc il y a quelques jours, le conseil de M. Benalla m'a informé que le poste Théorème avait été retrouvé dans les affaires de M. Benalla, là où il vit aujourd'hui. Il est à l'étranger. Et donc le Conseil se propose de le restituer rapidement à l'Élysée.
Quand j'ai appris ça, j'ai déclenché une enquête interne, c'est-à-dire hier soir, pour savoir pourquoi les chefs de service qui ont en charge la gestion des théorèmes à l'Élysée n'ont pas engagé de démarche dans le courant de l'été pour contacter M. Benalla afin de lui demander de restituer ce matériel. L'enquête est en cours, j'en aurai très vite les résultats et j'en tirerai toutes les conséquences. Entre la date du licenciement de M. Benalla et le 4 octobre, aucune diligence n'a été accomplie pour retrouver ce téléphone Théorème. Pouvez-vous me dire dans quelles conditions tous les objets qui avaient été confiés à M. Benalla pour l'exercice de sa mission ont été restitués ou qui s'est assuré de leur restitution? Il a été licencié le 1er août, donc il a quitté effectivement le palais de l'Élysée le 1er août. Son bureau a fait l'objet d'une perquisition le 26 juillet. Et au cours de cette perquisition, réalisée par des officiers de police judiciaire, un certain nombre d'objets ont été emportés. Le 2 août, je vais retrouver l'heure précise, le 2 août dans l'après-midi, il a été procédé à un inventaire de tout ce qui était dans le bureau de M. Benalla. C'était à 16 heures. Un inventaire effectué contradictoirement par le chef de cabinet et le commandant militaire du palais. Donc tous les objets qui étaient dans le bureau ont été inventoriés et cet inventaire, je le tiens à votre disposition. Les passeports n'y étaient pas. Les passeports n'y étaient pas. À compter du 20 juillet, c'est-à-dire 10 jours avant son départ effectif, plusieurs mesures ont été prises pour, premièrement, lui interdire l'accès à tous les services de la présidence de la République. Deuxièmement, pour vider son bureau en effectuant un inventaire. Troisièmement, des mesures pour contrôler l'accès de son bureau tant qu'il était inoccupé. Et quatrièmement, des mesures pour organiser la restitution de ses effets personnels. Alors, très précisément, de quelles mesures s'agit-il ? Le 20 juillet 2018, M. Benalla est mis en garde à vue le 20 juillet. Je demande au commandant militaire de prendre une note de service pour tous les postes de contrôle dans toutes les enceintes de l'Élysée pour interdire l'accès de ces services à l'encontre de M. Benalla. Et l'instruction a été diffusée à tous les services le 20 juillet à 18h59. Donc, en conclusion, mesdames et messieurs, je peux affirmer que M. Benalla n'est jamais venu à l'Élysée après la date de son licenciement. L'inventaire du bureau qui a été effectué le 2 août confirme que les passeports n'y étaient pas. N'y étaient pas. Alors j'anticipe peut-être une question que vous allez certainement me poser. M. Benalla prétend que ces passeports étaient restés à l'Élysée et qu'ils lui auraient été remis par un agent de l'Élysée. Je réponds, Monsieur le Président. Voilà. Vous nous aidez beaucoup en posant les questions vous-même, mais je crois effectivement que nos rapporteurs auraient été tentés de vous la poser. Allez-y, Monsieur le Directeur. Je me plie à votre... Non, je le souhaite. D'accord. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. Benalla et je dis haut et fort ici que, premièrement, les mesures qui ont été prises et que je viens de vous détailler et pour lesquelles il existe des notes de service, des courriers qui sont à votre disposition, me permettent d'affirmer que les passeports n'étaient pas à l'Élysée, mais surtout, je voudrais vous donner une information extrêmement importante que je connais depuis quelques heures et que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, que vous recevez tout à l'heure, vous confirmera, à savoir que nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et la première utilisation
et du 1er août au 7 août. Et les autres utilisations s'étendent sur les mois d'octobre, novembre et décembre. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je vais vous poser 2 questions par rapport au passeport, mais je voulais d'abord faire quelques remarques suite à vos récentes déclarations présentes. Premier point, je prends acte du fait que vous avez déclaré que M. Benalla n'était pas revenu aucune fois à l'Élysée depuis son licenciement. J'en prends acte. Deuxièmement, je m'étonne que le téléphone théorème, puisqu'il y en avait un seul pour la chefferie de cabinet, ait été attribué à l'adjoint au chef de cabinet, et pourquoi pas au chef de cabinet finalement, puisqu'il y avait 4 personnes. Troisièmement, je m'étonne véritablement, alors qu'il s'agit d'un système sécurisé, de haute protection, que l'on ne se soit aperçu qu'il était manquant que le 4 octobre, c'est bien cela, et que l'on se soit aperçu le 4 octobre qu'il n'avait pas servi depuis le 1er juillet. Donc M. Benalla disposait de cet outil entre le 1er juillet et le 31 juillet. Il a exercé diverses missions, nous le savons, et il n'y en a pas été fait usage aucunement. Vous êtes sûr que cela est conforme à la vérité, quoi. Il n'a pas servi. Bon. Pourquoi n'y a-t-il eu d'interrogation sur ce sujet que le 4 octobre, alors que dès son départ, on aurait dû s'intéresser évidemment à ce téléphone crypté hyper sécurisé. Quatrièmement, je m'étonne de voir que vous vous apercevez le 16 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez dit il y a quelques heures, du fait que le passeport diplomatique de M. Benalla a été utilisé 20 fois. Voilà quelqu'un qui n'est quand même pas n'importe qui est un petit peu connu, qui a un pédigré, dont on parle dans l'actualité, et qui franchit 20 frontières sans que personne ne s'en rende compte. Et voilà qu'il va voir, en partant du Bourget, si mes informations sont exactes, Monsieur le Président du Tchad, avec d'autres personnes, et alors qu'il vient voir le Président du Tchad quelque temps avant que le Président de la République fasse une visite officielle, on n'en est pas informé. L'Élysée n'est pas informé. Est-ce qu'il existe quand même une DGSI? Est-ce qu'il existe un minimum de services de renseignement? Je pose ces questions parce que ce que vous avez dit les appelle. Première question. Nous avons donc appris par l'hebdomadaire que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure que M. Benalla avait donc, en plus de tous les passeports des divers passeports diplomatiques qui ont été remplacés, etc., il avait un passeport de service. Alors, étiez-vous au courant qu'il avait un passeport de service? À la demande de qui et à quelle fin le ministère de l'Intérieur lui a attribué un passeport de service? Quelle utilité pouvait-il y avoir pour ce membre des services de l'Élysée d'avoir un passeport de service dès lors qu'il avait en plus 2 passeports diplomatiques? Il y a là peut-être quelque chose d'un peu inflationniste, Monsieur le Directeur. Et ce passeport de service vous a-t-il été restitué? Ça, c'est la première question. Et alors, deuxième et dernière question, elle porte sur le renouvellement du premier passeport diplomatique. La demande est formulée le jour où M. Benalla rentre de ses 15 jours de suspension, dont chacun se souvient, imposé à titre de sanction pour son comportement le 1er mai. La demande, bizarrement, et là c'est vraiment quelque chose sur quoi nous voulons avoir des explications,
La demande n'est pas présentée par la voie hiérarchique normale, mais directement par M. Benalla, sans en référer à ses supérieurs ni au service du protocole. Et dans la lettre que vous avez bien voulu nous écrire, vous écrivez, n'ayant pas eu connaissance de cette demande, l'autorité hiérarchique n'a pas été en mesure de s'opposer à cette délivrance alors que suite à sa suspension, M. Benalla avait été déchargé des déplacements internationaux. Donc il n'y a plus aucune fonction qui justifie qu'il ait un passeport diplomatique. Il n'en a plus l'usage. À ce moment-là, il demande le renouvellement. Mais au lieu de demander le renouvellement par le service du protocole, il le demande directement. Je suppose qu'il le demande à quelqu'un, au ministère. Comment pouvez-vous ne pas en être informé? M. Benalla a fait une troisième demande et c'est celle que vous évoquez dans votre question. La deuxième. C'est là. Il a fait une troisième demande, très précisément le 23 mai 2018. Cette demande, il l'a adressée directement, je dis bien directement, sans passer par le service du protocole, et a fortiori un échelon hiérarchique supérieur, il l'a adressé directement au service du Quai d'Orsay, qui a émis le passeport pour une période de 4 ans et 4 mois, et donc il a été délivré le 20 septembre. Non, pardon, il a été délivré le 24 mai 2018. En un jour? Non, en 2 jours. La demande a été faite le 23, il a été délivré le 24. Sans passer par le protocole, donc à la vitesse de l'éclair quand même. La demande a été faite directement au ministère des Affaires étrangères. Monsieur le directeur, ça ne va pas. Enfin, tout le monde le voit. Il n'a plus la fonction. L'État est un. Le ministère des Affaires étrangères, il n'est quand même pas sans lien avec l'Élysée. L'Élysée décide de lui supprimer la vocation, la fonction, la mission qui justifie ce passeport. Le ministère des Affaires étrangères ne le sait pas, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'information, et il délivre en même pas 48 heures un passeport qui n'est pas réclamé par la voie du service du protocole, alors que tous les passeports qui sont établis pour les personnels de l'Élysée transitent nécessairement par le service du protocole. Enfin, les mesures de réorganisation interne n'ont pas à être notifiées à d'autres ministères. Mais là, on est confronté à un comportement fautif d'un individu qui a peut-être profité de failles du système. Certainement. Mais si la hiérarchie avait eu connaissance de cette demande, bien évidemment, elle s'y serait opposée. S'agissant du passeport de service. Alors, M. Benalla a eu 2 passeports de service. Donc, le premier lui a été délivré bien avant qu'il soit dans les services de l'Élysée, lorsqu'il était chef de cabinet au sein de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Passeport qui a été délivré le 29 août 2016. Le deuxième passeport a été délivré le 28 juin 2018 et en termes de démarche engagée par l'Élysée lorsque M. Benalla a quitté ses fonctions, le jour même, ou plutôt la veille, le 30 juillet 2018, il a été demandé au ministère de l'Intérieur, car c'est lui qui gère les passeports de service, d'invalider ces 2 passeports. Je tiens l'attestation d'invalidation à votre disposition. Donc les passeports de service que détenait M. Benalla au moment où il a quitté l'Élysée ont été invalidés le jour même. Le 31 juillet. Le 31. Et cette invalidation figure dans la base des titres électroniques sécurisés, ce qui a pour conséquence que lorsqu'ils sont utilisés, au passage d'un poste de frontière, ils sont signalés comme
invalide. M. Benalla a été mis en demeure de restituer ces 2 passeports par un courrier du chef de cabinet du président de la République qui lui a été adressé le 21 août 2018, donc 3 semaines après son départ. Et n'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, j'ai moi-même adressé un courrier au ministère de l'Intérieur le 10 octobre 2018, pour lui demander de poursuivre toutes les démarches pour récupérer ces passeports. Les passeports ont été rendus au ministère de l'Intérieur, ou plutôt le 2e passeport a été rendu au ministère de l'Intérieur le 11 janvier, et le 1er passeport, celui qu'il détenait du fait de ses fonctions de chef de cabinet auprès de la délégation interministérielle en 2016, devrait être restitué dans les jours qui viennent. Donc, monsieur le rapporteur, si vous le permettez, les démarches pour invalider les passeports, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne puissent pas être utilisés, ont été faites la veille de son départ à l'Élysée. Et ensuite, il y a eu plusieurs courriers lui demandant de les restituer. Alors, il n'y a pas eu effectivement d'application, mais nous sommes dans un état de droit et il n'appartient pas au directeur de cabinet de l'Élysée de désigner un service de police pour aller chez les personnes récupérer des passeports. Il y a des procédures et en l'occurrence, les procédures ont été suivies à la lettre. Alors, j'ai encore une question là-dessus. Vous nous dites que le passeport de service a été sollicité le 28 juin, c'est ça? Non, délivré. Délivré le 28 juin. Je voulais tout simplement vous demander si la demande a été faite par l'intermédiaire des services de l'Élysée ou directement par l'intéressé. Parce que si c'est par les services de l'Élysée, je me mets à la place du service. S'il a déjà obtenu 2 passeports diplomatiques, il pourrait peut-être s'interroger sur la question de savoir s'il faut en plus demander un passeport de service. Sauf si M. Benalla disposait de pouvoirs étendus. Votre question me permet d'apporter un nouvel élément qui vous permettra de cerner la personnalité de M. Benalla. Pour obtenir ce 2e passeport, M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée à en-tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Manuscrite. Et donc, quand on a vu ce document, bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Donc, soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40. Ah oui, à quelle date? Ce matin. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que vous avez découvert, enfin, j'essaie de comprendre, le 28 juin, le passeport de service est délivré. Donc, il est demandé antérieurement. Et il est demandé par un papier du chef de cabinet, à en-tête du chef de cabinet, dont le chef de cabinet n'a pas connaissance. Ce document arrive au ministère de l'Intérieur. Il y a donc une sorte d'usage de faux, quelque chose comme cela. C'est l'enquête qui le dira. Oui, il arrive au ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur délivre très rapidement un passeport de service. Alors pour un coup, l'article 40 prospère. Vous voyez, on a déjà vu qu'il avait été invoqué le 28 décembre. Le 9 janvier, sur ce fait-là, il faut attendre le 9 janvier pour que vous saisissiez le parquet en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. Parce que vous n'avez découvert le fait qu'il s'agissait en quelque sorte d'un faux que très récemment. Ce matin. Non. Alors, quand l'avez-vous découvert? Lorsque
M. Benalla a quitté l'Élysée, la priorité était d'invalider les passeports de service. Était d'invalider les passeports de service, qui ne puissent plus être utilisés. Ce qui a été fait la veille de son départ. Mais à partir de là... Est-ce que vous saviez qu'il avait un passeport de service, puisqu'il a demandé au ministère de l'Intérieur, avec un papier en tête, sans que le chef de cabinet en ait été informé? Comment l'Élysée a pu savoir qu'il avait un passeport de service? C'est le ministère de l'Intérieur qui nous l'a signalé, en disant il faut... Et il vous l'a signalé à quelle date? L'invalidation a eu lieu le 30 juillet, donc c'était à cette époque. Et s'il vous a signalé, et le 30 juillet, vous avez pris connaissance du fait qu'il y avait un document? Non, bien plus tard. Vous en avez pris connaissance à quelle date? Bien plus tard. Moi, je l'ai appris récemment, dans le courant de l'automne, mais à ce moment-là, j'ai considéré que le problème était réglé, puisque les passeports, d'une part, étaient invalidés depuis le 30 juillet, et ensuite toutes les démarches avaient été faites pour obtenir leur restitution. Oui, mais... Et c'est récemment, au vu de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, sur la base d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des titres, que j'ai souhaité qu'on verse cet élément supplémentaire au dossier, parce qu'on est confronté à un monsieur qui, visiblement, utilise régulièrement des faux pour obtenir un certain nombre de titres officiels. En tout cas, j'observe qu'après avoir pris connaissance à l'automne du fait qu'il y a un faux document, ou un document utilisé de manière fallacieuse et qui utilise à son insu le titre du chef de cabinet, vous ne saisissez le parquet au titre de l'article 40 que le 9 janvier. Disons que l'enquête préliminaire ouverte par le procureur l'a été le 29 décembre. Donc c'est un élément supplémentaire qui vient nourrir un dossier qui, à mon avis, est déjà très lourd. Bien sûr. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais je répète, la priorité pour nous était d'invalider ces passeports. Merci, Monsieur le Directeur. En tout cas, nous constatons que parmi les effets bénéfiques de nos auditions, il y a tout de même un certain nombre de décisions qu'elles permettent d'accélérer. Donc là, j'ai essayé de répondre aux deux questions. Si vous le permettez, j'aimerais également apporter quelques éléments aux observations qui ont été faites. Monsieur le rapporteur, vous nous demandez pourquoi nous n'avons pas été informés de tous les déplacements de M. Benalla, déplacements au cours desquels il a utilisé les passeports diplomatiques. Pour aller voir des chefs d'État. Je n'en sais rien. Non, mais vous ne savez pas grand-chose. Mais enfin, c'est quand même étonnant. Excusez-moi de parler. Monsieur le rapporteur, non. Excusez-moi. Écoutez, je suis désolé, mais je peux vous assurer que j'ai consacré beaucoup d'heures à préparer cet entretien et que je suis venu avec le souci de vous donner le maximum d'informations. Alors, si vous retenez de mes interventions que la maison n'est pas tenue, je peux vous assurer que c'est faux. Monsieur Buffet. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Directeur, j'ai une question. Je crains que vous ayez déjà répondu à cette question, mais Monsieur Benalla, vous venez de nous dire, a utilisé au moins à 20 reprises les passeports qu'il avait conservés pour voyager. Savez-vous pour quel usage il a fait ces voyages, qui il a rencontré? Et si vous ne le savez pas, parce que je crois que vous avez dit que vous ne le saviez pas, avez-vous diligenté d'ores et déjà des procédures, une enquête, je ne sais pas sous quelle forme que cela se représente, pour en savoir un peu plus? Merci. Merci, chers collègues. Madame Eustache-Brinio. Merci, Monsieur le Président. Une question très très courte et peut-être un peu directe. Monsieur le Directeur, vous me pardonnerez un peu côté directif de ma question. Vous nous avez apporté énormément d'informations aujourd'hui. Certaines sont parfois un peu stupéfiantes. Monsieur Benalla, lorsque j'avais posé la question du passeport, avec beaucoup d'assurance, m'avait dit qu'il les avait laissés dans son bureau. Donc aujourd'hui, une seule question, Monsieur le Directeur. Pensez-vous clairement, votre âme et conscience, que Monsieur Benalla nous a menti lors de son audition du mois de septembre? Question très directe, question très simple, et c'est important que vous puissiez m'apporter votre point de vue à ce sujet. Et enfin, Monsieur Kerrouche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur de cabinet, c'est pour être sûr de bien comprendre vos propos et une précision sur ce que vous avez déclaré. Vous nous avez dit, s'agissant des passeports de M. Benalla, je vous cite, « C'est un monsieur qui a utilisé régulièrement des faux pour obtenir des titres officiels. » Je voudrais savoir une chose très simple. Est-ce que vous faites référence à la lettre dont vous avez parlé en tête du chef de cabinet, ou est-ce que vous faites référence à
d'autres facultés qu'aurait utilisé M. Benalla pour travestir des documents? On m'a demandé si j'avais dit que M. Benalla était un menteur. Non, non, non. Je n'ai pas employé ce terme. Ce n'est pas à moi de... c'est pas à moi de me prononcer là-dessus. Monsieur le directeur nous a dit tout à l'heure que les passeports n'étaient pas dans le bureau et M. Benalla nous a dit qu'ils étaient dans le bureau. Voilà. Voilà. Monsieur le Président, j'ai parfaitement conscience que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Bien évidemment, tous les documents, notes de service, courriels que j'ai évoqués, voire d'autres, sont à votre disposition. Donc je pourrais vous les faire parvenir. Monsieur Kerrouche voudrait néanmoins obtenir une réponse à sa question. Monsieur Kerrouche, redites-le. C'est juste, monsieur le directeur de cabinet, par rapport, c'est pour être sûr que nous avons bien compris ce que vous avez dit. Je vous répète, vous avez dit que, s'agissant de monsieur Benalla, c'est un monsieur qui, ce que vous avez déclaré, hein, qui a régulièrement utilisé des faux pour obtenir des titres officiels. Est-ce que c'est circonstanciel à l'être dont vous nous avez parlé? Ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ou c'est quelque chose, c'est un comportement général? Non, non, je suis allé un peu loin dans mon affirmation. Ce dont je suis sûr, au moment où nous parlons, monsieur le sénateur, c'est que le document qui lui a permis d'avoir son deuxième passeport de service est un faux. Ça, j'en suis sûr. Bien sûr. Maintenant, avec cet individu, on découvre tous les jours des choses nouvelles. Et après les révélations de Patrick Stroda, c'est Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a dû s'expliquer pour la seconde fois devant la Haute Assemblée. Il a notamment été interrogé sur les mesures prises par son ministère pour empêcher les déplacements d'Alexandre Benalla. Je vous propose de l'écouter. Nous avons tout à l'heure, avec le directeur du cabinet du président de la République, posé la question de savoir si, au fond, compte tenu de ce qui s'était passé, il y avait eu une sorte de cellule de crise organisée pour veiller point par point à ce que tous les attributs de sa fonction soient rapidement restitués par M. Benalla et qu'en tout cas, il ne puisse plus s'en servir. Et là, ce sont des cadres des deux ministères qui se renvoient la balle pendant plusieurs semaines sans que la police de l'air et des frontières soit alertée qu'il y avait une possibilité que M. Benalla utilise un passeport diplomatique qu'on lui avait demandé de restituer dès le mois de juillet. Vous comprenez notre préoccupation là-dessus, Monsieur le Ministre? Je comprends votre préoccupation, mais d'abord, vous évoquez les ministres. Encore faut-il être saisi et avoir l'information pour que les ministres puissent intervenir. Tel n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe avec un passeport diplomatique? Vous le présentez à l'Obet. Vous êtes contrôlé à l'Obet, donc du contrôle de la PAF. Il y a une application Covadis qui reconnaît votre nom et qui interroge deux bases. Le fichier des personnes recherchées, dans un premier temps, et un second fichier, c'est un anglicisme, SLTD, qui va interroger un troisième fichier qui s'appelle FOVES, qui est un fichier qui supporte donc les fichiers volés ou perdus. Mais cela ne fonctionne pas pour les passeports invalidés. J'ai bien dit, pour FOVES, les passeports qui sont volés ou perdus. Le cas d'invalidation n'existe pas aujourd'hui dans notre système numérique électronique. Et donc, il n'y a pas de base, il n'existe pas de base qui permet d'avoir cette information centralisée sur la totalité des passeports. Je sais parfaitement, au nom du ministère de l'Intérieur, émettre une information sur un titre qui est émis par le ministère de l'Intérieur et qui, du coup, à un moment donné, va être géré par la police de l'air et des frontières. Ça n'est pas le cas pour les passeports diplomatiques. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre. Notre système est très opérationnel sur l'ensemble des passeports. On y reviendra si vous le souhaitez. Il y a 4 types de passeports qui peuvent être émis par le ministère de l'Intérieur, sur lesquels notre système numérique est assez simple et assez efficace. En l'espèce, pour les passeports diplomatiques, qui en plus ne sont pas des passeports biométriques et qui n'ont pas les mêmes niveaux d'information, il n'est pas possible aujourd'hui de dire on interdit. Alors on pourrait faire un signalement personnel, mais sauf que ce ne serait pas légal, Monsieur le Président. D'abord parce que M. Benalla, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas été condamné et qu'il n'y a pas eu de condamnation d'interdiction de sortie du territoire. C'est déjà une information qui est importante. Et nous, au niveau de la police de l'air et des frontières, je dis nous avec un nous évidemment collectif, nous ne sommes pas en mesure de décider qui, même s'il est médiatisé, peut ou pas sortir du territoire. Et nous n'avons pas l'information quand le ministère des Affaires étrangères émet un passeport diplomatique, tout comme nous n'avons pas l'information, je parle en général, du fait que le passeport diplomatique
n'a plus sa fonction ou sa vocation à être utilisé ou pas utilisé. J'espère être clair sur ce sujet, mais je voudrais que les choses soient claires. Le ministère de l'Intérieur assume l'émission et la gestion de 4 types de passeports. Et donc aujourd'hui, on a un système qui permet de le suivre. Par contre, pour les passeports diplomatiques, nous n'avons pas l'information en amont. Et il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de dire un passeport est désactivé parce que la personne a perdu sa fonction d'origine, et donc le ministre de l'Intérieur, s'il n'a pas l'information et s'il n'a pas une réquisition sur ce sujet, n'est pas en mesure d'interdire son utilisation. Voilà, je veux que les choses soient claires sur cette question-là, mais c'est un principe qui n'est pas nouveau, qui est ancien. Par contre, on a un problème technique. C'est, et je l'ai dit, on a aujourd'hui un dispositif qui remonte à un décret de 2005. On a aujourd'hui pour les passeports de service, on a aujourd'hui des dispositifs techniques et technologiques qui permettent de gérer les différents passeports, qui ne permettent pas, en fait, d'analyser la situation d'un passeport diplomatique qui n'aurait pas été perdu ou qui n'aurait pas été volé, et donc qui aurait fait l'objet d'une déclaration devant la police pour perte ou pour vol, et où la simple information de l'administration de tutelle ne nous permet pas de dire il a perdu sa fonction. Nous ne sommes pas, nous, autorités judiciaires, qui avons cette capacité. Donc dès l'information, dès ce constat, et je dois vous avouer que ce constat est assez récent, c'est la première fois qu'il se produit, semble-t-il, dans nos relations entre les deux ministères, dès ce constat, nous avons décidé avec Jean-Yves Le Drian qu'un groupe de travail fasse en sorte qu'on puisse trouver des solutions techniques. Cette situation n'était jamais arrivée et nous trouverons une solution assez rapide pour qu'elle ne se reproduise pas. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une série de questions techniques sur les passeports diplomatiques et les contrôles auxquels ils donnent lieu. J'aurais souhaité que vous puissiez nous préciser, dans un premier temps, quel type de contrôles sont effectués à la frontière sur les personnes détentrices d'un passeport diplomatique. Y a-t-il un contrôle des fichiers de police et notamment du fichier des personnes recherchées? Le cas échéant, ces contrôles donnent-ils lieu à un enregistrement? Est-il possible d'ailleurs de retracer par ces enregistrements le passage d'une personne détentrice d'un passeport diplomatique à la frontière? Et au regard de ces éléments que vous avez d'ores et déjà dû contrôler, avez-vous pris depuis lors les décisions pour améliorer éventuellement l'information des services sur les entrées et sorties du territoire français? Monsieur le Ministre. Pardon. J'ai indiqué tout à l'heure le processus. Le passeport est présenté, mais quel que soit le passeport diplomatique est présenté, il est contrôlé nominativement et puis avec ses références par une application Covadis. Celle-ci interroge immédiatement 2 fichiers, le fichier des personnes qui sont recherchées et le SLTD. Le SLTD, c'est un effet d'algorithme, va interroger le fichier FOV. Le fichier FOV, lui, traite des fichiers volés ou perdus. Donc à présent, aucun des 3 fichiers n'a IT, c'est-à-dire qu'aucun des 3 fichiers ne dit « attention, il y a un problème », parce que M. Benalla n'est dans aucun des 3 fichiers. C'est normal qu'il ne soit pas dans le fichier des personnes recherchées, il ne l'est pas. C'est normal qu'il ne soit pas dans le fichier international SLTD, et c'est normal qu'il ne soit pas à ce moment-là dans le fichier qui supporte les passeports volés ou perdus, parce qu'il n'est pas enregistré comme un passeport volé ou perdu. Donc du moment que ça ne hite pas, le fonctionnaire qui contrôle dit « merci monsieur, au revoir » et la personne peut passer, quelle qu'elle soit. Le cas d'invalidation, je vous le rappelle, n'est pas prévu dans notre dispositif. Vous m'avez posé une seconde question, savoir s'il existait une base, une sorte de fichier qui recenserait tous les mouvements. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Par contre, il y a la possibilité de faire des contrôles sur l'endroit où on est passé, mais cela se fait sur réquisition judiciaire. Et ça tombe bien. Parce que si les services du ministère de l'Intérieur, voire le ministre de l'Intérieur, avaient la possibilité d'avoir un fichier et l'accès à la totalité des mouvements de l'ensemble des Français qui partent à l'étranger, je pense que ce serait une anomalie démocratique que le président de la Commission des lois ne manquerait pas de me rappeler à l'ordre. Et donc, aujourd'hui... Je ne me permettrai pas. C'était un clin d'œil amical, Monsieur le Président. Et donc, il faut avoir en tête que, par contre, on a la possibilité de faire ces recherches, mais c'est sur réquisition judiciaire, et évidemment, le ministre de l'Intérieur n'est pas en mesure de le faire. C'est pour ça que je ne suis pas en mesure de vous dire « Monsieur Benalla a utilisé son passeport tel jour à telle heure en passant à tel guichet de contrôle de tel aéroport ». Ça n'est pas. D'abord, il n'y a pas eu de demande judiciaire sur ce sujet-là, et je ne dispose pas d'un outil de ce type-là. J'espère avoir été clair en vous répondant. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. 2 questions encore. S'agissant du passeport de service de M. Benalla, dont nous avons appris l'existence, comme vous-même peut-être hier soir. Mais vous étiez sans doute mieux informé que nous, Monsieur le Ministre. Il nous a été indiqué que la délivrance des passeports de service était gérée par votre ministère.
nous nous sommes posé la question suivante. Ce passeport de service a-t-il été demandé officiellement par les services de l'Élysée ou directement par M. Benalla? Est-ce que il vous est apparu utile de donner un passeport, de délivrer un passeport de service à quelqu'un qui disposait par ailleurs de 2 passeports diplomatiques? Quelle était l'utilité? Sinon, une collection de passeports. Et enfin, lorsque M. Benalla lorsqu'il a été mis fin à ses fonctions par un licenciement, est-ce que ce passeport de service vous a été restitué? Et s'il ne vous avait pas été restitué, quelle diligence avez-vous accomplie afin qu'il le fût? J'ai une seconde et dernière question. Mais je croyais que vous aviez déjà posé 2 questions. Non, ça c'était une question. Ah, très bien. C'est un ensemble, Monsieur le Président. Et la dernière question À un seul point d'interrogation. Elle n'a qu'un seul point d'interrogation. Nous avons eu le sentiment qu'à l'Élysée, M. Benalla faisait partie d'un petit groupe qui avait pour objectif de repenser l'organisation de la sécurité du chef de l'État. Et M. Benalla a déclaré au journal du dimanche qu'il lui semblait préférable de dissocier ces missions ou cette réflexion du ministère de l'Intérieur. Cette déclaration vous a sans doute étonné. Et je voulais savoir quelle est votre appréciation Monsieur par le rapport ministre. à ces faits qui ont été rapportés entre guillemets dans la presse. Voilà, c'est fini, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, allez-y. Alors, je vais commencer par la dernière en vous disant qu'à l'instant présent, je me fiche un peu des opinions techniques de M. Benalla sur l'organisation de la sécurité à la fois du ministère de l'Intérieur et de la présidence de la République. Et pour tout vous dire, je n'ai pas lu cette remarque-là, mais il est libre de s'exprimer sur. Il est libre de s'exprimer. C'est pour ça que mon attention n'a pas été retenue. Vous étiez encore dans d'autres fonctions, Monsieur le ministre. Voilà, mais bon, je préfère vous dire que ça n'a pas vocation à peser sur les décisions que je serai amené à prendre comme ministre. Je voudrais vous dire sur les passeports de service qui, eux, relèvent du ministère de l'Intérieur, que j'ai le sentiment que toute diligence a été faite par nos services. Alors je vais préciser le fait que d'abord, M. Benalla avait 2 passeports de service. Le premier avait été demandé le 29 août 2016. À l'époque, il y a une réglementation qui prévoit cela. Il était dans des fonctions de chef de cabinet du délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Nous étions en 2016, c'était la mandature d'avant. Et dans ce cadre-là, il a eu un premier passeport. Puis il a effectivement demandé un second passeport de service. La demande date du 18 juin 2018 et le passeport a été émis le 28 juin 2018. Pourquoi 2 passeports? Peut-être que la question a été posée tout à l'heure à monsieur le directeur de cabinet du président. Vous savez qu'il y a une doctrine qui existe en matière de passeport ordinaire. On demande 2 passeports dans certaines circonstances, soit en cas de visa incompatible d'un pays à l'autre, ça peut arriver, soit pour des raisons professionnelles, vous voyagez beaucoup et le temps d'instruction pour un visa fait que vous en demandez un second. Ça justifie 2 passeports, mais pas 4. Mais je vais répondre à ce volet-là. Mais je vous précise quelle est la règle. Mais c'est déjà assez rare parce que je ne sais pas vous, mais pour ce qui me concerne, je n'ai qu'un passeport. Mais moi voilà. aussi, je n'en ai qu'un, Monsieur le ministre. C'est pour ça. Et donc, pour nous, c'est simple. Ensuite, qu'il ait 2 passeports diplomatiques, c'est une information que les services du ministère de l'Intérieur n'ont pas. Que les choses soient claires. Nous n'avons pas accès à la base de données du ministère des Affaires étrangères. Nous n'avons aucune information, si ce n'est la déclaration de tel ou tel requérant. Il faut que vous ayez en tête que nous émettons 6000 passeports de service par an. Inutile de vous dire que ce soit celui de M. Benalla ou celui de n'importe qui, ça ne remonte pas au ministre. Ça fait 3 mois que je suis en fonction, je n'ai jamais vu passer une saisine de demande sur ce volet-là et je fais toute confiance au service. Donc la règle est la suivante, n'ayant pas connaissance du fait qu'il ait 2 passeports diplomatiques, le fonctionnaire qui a instruit le dossier ne s'est pas alerté de ce sujet-là. Après, vous avez fait un commentaire que je ne serai pas à partager, monsieur le rapporteur, sur le fait de l'utilité d'avoir 4 passeports, sur lequel j'ai un doute. Ce que je peux vous dire, et ça me permet de répondre à une des questions, c'est que monsieur Benalla a restitué, via son avocat, le 11 janvier,
l'un des deux passeports de service. Pour le ministère, nous avons fait toute diligence. C'est-à-dire que dès que nous avons eu connaissance... Alors je rappelle, la règle, normalement, fait que, et je vous dis qu'il y en avait 6 000 par an, la règle est que normalement, c'est l'autorité employeur qui a fait l'objet, qui a porté la demande de passeport de service, qui a la responsabilité de récupérer le passeport de service. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur pour une raison simple. C'est que si un collaborateur peut justifier de son statut pour demander un passeport de service, mais perd son statut, nous n'en avons pas connaissance. La personne s'en va, démissionne, est mutée, est licenciée, selon tous les cas de figure qu'on peut imaginer. Nous n'avons pas connaissance de cela. Donc le décret de 2005 qui organise cela prévoit que c'est l'autorité administrative de rattachement qui a signé la demande qui doit récupérer le passeport et le restituer au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la règle qui découle de ce décret de 2005. Toutefois, dans le cas de M. Benalla, le ministère de l'Intérieur a effectivement entendu parler de la situation professionnelle de M. Benalla et dès le 30 juillet a débranché, je reprends mon terme évoqué tout à l'heure, les deux passeports de M. Benalla. Donc ils ont perdu, et là nous savons faire, ils ont perdu immédiatement, dès le 30 juillet, leur capacité d'usage. Mais M. Benalla ne les avait pas restitués. Et il n'en a restitué qu'un des deux, le 11 janvier, et nous avons, via son avocat, et nous avons immédiatement envoyé une lettre en recommandé à son avocat pour lui dire que c'était bien qu'il nous en ait restitué un. On l'avait sollicité à plusieurs reprises, mais qu'il en manquait un second, et on lui a demandé de renvoyer le second. J'espère avoir été précis. Oui, vous n'avez pas répondu sur les conditions dans lesquelles ce passeport de service a été sollicité, car il a été question d'une lettre en tête du chef de cabinet. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Une lettre en tête du chef de cabinet non signée et dont le chef de cabinet n'était pas informé. Cela n'a pas éveillé l'attention de votre ministère, de vos collaborateurs? Alors, non, pour une raison simple, c'est que c'est l'usage. La lettre en question porte la mention... Alors, je rappelle que l'usage... D'ailleurs, dans ce dossier, c'est assez intéressant. M. Benalla s'adresse directement à nos services et demande un passeport de service. Nos services réagissent et disent « on ne peut pas vous le délivrer, il faut que ce soit votre autorité hiérarchique qui le demande ». Donc il se passe quelques jours et hop, il nous remet une lettre qui est un original signé. Et donc original signé, c'est l'intitulé qu'on met sur la mention, c'est-à-dire elle n'est pas signée. On vous envoie le document, c'est un document de transmission administratif avec... signé, mais pas le document qu'on envoie. Voilà, mais sauf que c'est là où j'ai entendu, alors pour être honnête, j'étais aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale, mais j'ai entendu la fin de l'audition de M. Sroda et j'ai entendu sa réponse. Et donc il a précisé cela. Donc le document en question que je vais remettre au président sous réserve voilà, de ce que je disais tout à l'heure, parce que là on est vraiment dans ce qui fait l'objet d'une instruction judiciaire, mais je vais vous remettre ce document sans difficulté, porte la mention, c'est un papier en tête, présidence de la République, qui fait demande d'un second passeport de service, qui précise le cadre pour lequel il est demandé. Je vous disais tout à l'heure pourquoi un second, ben là il est précisé que c'est lié au fait qu'il se déplace à l'étranger assez régulièrement et que c'est pour des raisons impérieuses de service. Formule assez classique, et on a la mention originale signée, mention traditionnelle. Donc à ce moment-là, mais qui n'est pas signée réellement, à ce moment-là pour le service, il a son document, le chef de service, en l'espèce le chef de cabinet de quelqu'un qui demande, a fait la démarche, le dossier est complet, en une semaine un peu moins, le dossier est émis et donc il a eu dans ce cadre-là l'information. Alors nous, d'un point de vue procédural, ça reste dans le dossier. Dossier qui sera remis à la justice intégralement si c'est nécessaire. Monsieur Lecomte. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Deux questions. Monsieur Benalla est connu par tous les Français et les Françaises depuis le mois de juillet dernier. Est-ce que le fait qu'on apprenne qu'il est passé 20 fois depuis le mois de juillet la frontière avec un passeport diplomatique ne vous interroge pas sur le fait que si vous n'avez pas eu d'information de la police de l'air et des frontières sur le fait qu'il y a eu des passages, parce que j'imagine qu'ils l'ont reconnu et qu'ils ont pu s'interroger sur l'usage d'un passeport diplomatique. Est-ce que quelle évaluation vous faites du fonctionnement de la PAF si une information de cette nature ne vous est pas remontée du tout? Enfin, compte tenu, je suis un peu abasourdi de ce que vous nous dites sur les passeports diplomatiques. Et sur le fait que si le détenteur du passeport n'est plus en position légitime de le détenir, on ne peut pas l'annuler.
Et la question que je vous poserai, c'est à votre estimation, est-ce que ces passeports sont aujourd'hui suffisamment sécurisés? J'ai une question plus globale sur l'utilisation du passeport diplomatique. Je vous ai dit que nous n'en avons pas connaissance quand ils l'utilisent, tout comme, heureusement, les policiers qui voient passer un individu, même s'il est connu, qui fait l'objet d'une procédure, au-delà de la situation médiatique qu'il a connue, ne font pas remonter l'information au ministère de l'Intérieur et au ministre de l'Intérieur. Et heureusement, les policiers fonctionnent dans un cadre procédural précis. Ils agissent systématiquement lorsqu'il y a une alerte. Et donc si, par exemple, il avait été inscrit au fichier des personnes recherchées, ça aurait fait un hit, comme on dit, et donc ça aurait déclenché une procédure et j'aurais eu l'information. Mais là, ça n'est pas le cas. Il n'est pas dans aucun fichier. Il n'a pas d'interdiction de sortie du territoire. Et donc, il produit un document qui reste légal, alors qu'il n'a plus le droit de l'utiliser. C'est la différence. La différence, c'est le fait qu'il n'ait plus le droit d'utiliser comme tous les bénéficiaires d'un passeport diplomatique. Et je le dis d'ailleurs à tous ceux qui pourraient m'entendre, ici ou ailleurs, qui auraient un passeport diplomatique, qu'ils auraient eu dans des fonctions globales. Voilà. En fait, on oublie de rendre souvent, alors que quand on prend un passeport diplomatique, comme ministre, j'ai été doté d'un passeport diplomatique, vous signez un papier, comme quoi vous vous engagez à restituer le passeport diplomatique. Et donc, du coup, c'est toute la difficulté, elle est là. Il n'a pas le droit de l'utiliser, mais pour l'agent qu'il contrôle, il a encore un caractère légal tant qu'il n'est pas inscrit sur les différents fichiers. Et donc, je le redis, évidemment, M. Benalla n'était pas sous surveillance. Il s'est déplacé, il est libre de se déplacer et le ministère de l'Intérieur n'a pas vocation à enregistrer ses sorties du territoire particulièrement et à en faire état au ministre de l'Intérieur, je vous dirais heureusement. Et donc c'est la remarque aussi, la réponse que je peux faire sur les 20 passages auprès de la PAF. La PAF n'a pas à le faire remonter. Voilà. Monsieur Buffet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur Stroda nous a indiqué tout à l'heure que Monsieur Benalla avait utilisé à 20 reprises au moins les passeports qu'il avait conservés illégalement d'ailleurs, pour se rendre pour se déplacer entre le 1er août et le 31 décembre dernier. Savez-vous où il est allé et pour quelles raisons il a fait ses voyages? Si vous ne le savez pas, avez-vous diligenté des instructions au service pour qu'il puisse déterminer la destination et les motifs de ces déplacements? Monsieur le ministre. D'abord, Monsieur le Président, vous dire que pour ce qui relève du ministère de l'Intérieur et des titres émis par le ministère de l'Intérieur, je pense que nous avons fait mieux que des vérifications systématiques et des interventions rapides. Je vous ai rappelé que pour les 2 passeports de service qui avaient été émis par le ministère, ils ont été l'un et l'autre annulés, les procédures ont été signalées, nous avons saisi l'Élysée immédiatement pour qu'il réclame la restitution des passeports et dès le 30 juillet, ils n'étaient plus opérants. Je vous signale que c'est le 1er août qu'il y a eu cela. Mais on a considéré l'Élysée comme un employeur comme un autre. Et on a fait la procédure sur ce sujet. Deuxième élément, pour les passeports diplomatiques, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur de les gérer et nous ne sommes pas en mesure de le faire. Ensuite, savoir si, compte tenu des voyages, nous aurons dirigé une enquête, non, parce que la police judiciaire n'est pas sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, elle est sous l'autorité de la justice. Et donc, il faut qu'il y ait une saisine judiciaire. Et donc, si j'avais fait cela, si j'avais demandé au service d'essayer, ce que j'expliquais en procédure tout à l'heure, de m'identifier les déplacements, etc., j'aurais juste enfreint toutes les règles qui organisent la police dans ce pays et toutes les lois que vous pouvez voter. Donc la réponse est non sur les informations pour les voyages et non, je n'ai pas diligenté d'enquête pour connaître les destinations de M. Benalla pendant cette période. Je vous rappelle que M. Benalla, et la seule responsabilité de la police et donc du ministre de l'Intérieur, c'est M. Benalla n'est pas aujourd'hui interdit de sortie du territoire. Il est libre de voyager. Et donc nous n'avons pas vocation au ministère de l'Intérieur à connaître des voyages des gens qui sont libres de voyager, et heureusement. Dernier auditionné par la commission d'enquête sénatoriale, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il est revenu sur les difficultés rencontrées par son ministère pour obtenir la restitution par Alexandre Benalla de ses passeports diplomatiques. Je vous propose de réécouter les temps forts de son audition. Comment il est possible, après la tempête provoquée par cette affaire Benalla, un pilotage aussi peu ferme ait été mis en œuvre, parce que il y a une première lettre recommandée, non suivie des faits. Il y en a une deuxième, elle n'est même pas retirée. Il faut ensuite attendre le 8 novembre pour que le ministère de l'Intérieur soit saisi. Et il semble qu'il y ait des discussions entre les bureaux de la place Beauvau
et du Quai d'Orsay, assez longue, et finalement, on constate qu'aucune consigne est donnée à la police de l'air et des frontières pour que l'utilisation illégale d'un passeport diplomatique à la sortie du territoire soit empêchée. Autant on comprend très bien qu'un citoyen français qui franchit les contrôles de la police de l'air et des frontières pour se déplacer avec son passeport, comme tout un chacun, ne puisse pas être intercepté si il n'est pas poursuivi par la justice, par exemple. Autant il nous paraît difficile de comprendre comment les dispositions ont pu ne pas être prises beaucoup plus tôt pour empêcher, à tout le moins à la sortie du territoire, l'utilisation du passeport diplomatique, alors que la commission des lois avait posé la question lors de ses auditions de l'été, et que par conséquent le sujet n'était pas un sujet qui était resté dans l'ombre, c'était un sujet qui avait été publiquement mis sur la table. Il nous semble que dans ce type de cas, il est surprenant qu'on ait pu arriver à ce résultat, qu'il ait fallu attendre de nouvelles informations de presse révélant l'usage abusif du passeport pour que des nouvelles initiatives soient prises après les premières initiatives qu'il avait été quelques mois plus tôt. Et donc, c'est la première question que je souhaitais vous poser, Monsieur le ministre. C'est, au fond, est-ce que vous êtes convaincu, je suppose que vous l'êtes, mais nous le sommes moins, que toutes les diligences ont été faites pour empêcher l'usage de ce passeport qui n'était pas restitué malgré vos demandes? Il y a eu deux phénomènes concomitants. Il y a d'abord le fait que dès que le licenciement de l'intéressé a été connu, j'ai demandé l'application de ce qu'il avait lui-même signé. C'est-à-dire, lorsqu'on a un passeport diplomatique, on le rend. Et le passeport diplomatique, qui pour lui était d'une durée de 5 ans, correspondait à sa mission. Et à partir du moment où la mission est interrompue, il faut rendre. Et j'ai engagé la procédure dès 4 jours avant même le licenciement effectif, mais dès qu'on savait que le licenciement allait être effectué. C'est la première démarche qu'il convient de faire. Considérant qu'il y avait le mois d'août et que le délai d'1 mois de réponse, est un délai convenable, j'ai réitéré ma demande ensuite auprès de l'intéressé qui n'a pas répondu. À partir de ce moment-là, nous sommes rentrés dans la logique de la procédure d'invalidation, qui, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, n'a jamais eu lieu. C'était la première fois, c'est un précédent, que l'on décide d'annuler le passeport. La question, ce n'est pas l'annulation du passeport, c'est surtout, j'y reviendrai je pense, l'annulation de l'usage. C'est ça le sujet. Et à la demande du cabinet du président de la République, et nous étions déjà dans cette interrogation nous-mêmes, nous avons engagé des discussions avec le ministère de l'Intérieur à partir du 15 octobre, puisque nous avons reçu la lettre du directeur de cabinet du président de la République le 16 octobre, à partir du 16 octobre, avec le ministère de l'Intérieur pour procéder à l'invalidation du passeport. Et il y a eu des échanges internes qui étaient rendus compliqués par le fait qu'il y a, comme je l'ai dit au début, une mauvaise articulation entre les deux outils informatiques nécessaires, parce qu'il ne suffit pas de dire on va invalider, il faut ensuite que la police de l'air et des frontières, là où se font les contrôles, soit informée du fait que ce passeport soit invalidé. Et donc il y a eu des échanges internes qui ont abouti le 8 novembre par une démarche de ma part demandant l'invalidation au ministère de l'Intérieur. Ensuite, il y a eu d'autres échanges entre les différents services. Alors, j'ai eu des échanges de mails parce que c'était un cas tout à fait nouveau qui était posé. Et comme il n'y avait pas d'interconnexion, et en particulier, il n'y avait pas de lien direct technique entre l'outil informatique du ministère des Affaires étrangères et l'Agence nationale des titres sécurisés, il a fallu agir autrement. Le ministère de l'Intérieur nous a demandé des informations supplémentaires que nous avons mobilisées. Et il y a eu une deuxième demande
d'invalidation le 19 décembre de notre part, toujours auprès du ministère de l'Intérieur, pour apporter les éléments supplémentaires qu'ils avaient sollicités et pour le faire valider. Ce qui a abouti à une invalidation transmise à l'ensemble des services concernés, c'est-à-dire à la fois les services nationaux, mais aussi Schengen, Interpol et le service des passeports, des documents volés au niveau international, pour aboutir à cette décision. Voilà le premier sujet. Mais votre question en appelle une autre. À partir du moment où j'ai eu la conviction que l'intéressé avait utilisé son passeport diplomatique pour se rendre à l'étranger, j'ai estimé qu'il était dans une situation illégale et j'ai saisi le procureur. J'ai eu cette conviction par le voyage au Tchad, c'est-à-dire le 24 décembre, à partir du 24 décembre. Et c'est en concordant des informations que j'ai eu la certitude que l'intéressé avait, dans son déplacement au Tchad, utilisé son passeport diplomatique. Et donc, à partir de cette certitude-là, j'ai saisi le procureur de la République. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, étant entendu que la saisine du procureur de la République permet de poursuivre le détenteur d'un passeport diplomatique auquel il n'a pas droit, mais ne permet pas, dans l'espace qui précède la restitution du passeport, de faire échec par une mesure de police à l'utilisation de ce passeport. Pour autant, considéré illégal par l'autorité qui utilise l'article 40. Et précisément, ce qui manque dans les diligences accomplies, c'est une demande adressée soit par vous-même, soit par la présidence de la République au ministre de l'Intérieur de faire en sorte que ce passeport soit intercepté s'il est utilisé à la sortie du territoire national. Et ça amène une deuxième question de ma part. Est-ce que, Monsieur le Ministre, puisque le directeur de cabinet du Président de la République nous a révélé tout à l'heure qu'il y avait eu depuis le 1er août 20 utilisations, ou plutôt l'utilisation pour 20 voyages de ce passeport, et nous a renvoyé vers vous en nous annonçant que vous seriez en mesure de nous apporter des précisions sur ce point. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces 20 utilisations ont été faites à partir du territoire national ou seulement à l'arrivée dans d'autres pays. Si c'est à l'arrivée dans d'autres pays, nous ne pouvons pas reprocher aux autorités tchadiennes d'avoir accepté l'usage par un ressortissant français de son propre passeport diplomatique. Mais si c'est à la sortie du territoire national, la question est d'une toute autre nature. Et donc, comment avez-vous eu finalement l'information que 20 voyages avaient eu lieu? D'où vient cette information? Est-ce que c'est une information de police? Est-ce que c'est une information de service de renseignement? Est-ce que c'est une information des postes diplomatiques? Et qu'est-ce qui permet d'affirmer que dans ces 20 voyages, il a utilisé le passeport? Et est-ce que c'est au départ ou à l'arrivée? Je n'ai pas compétence en matière de police, mais au niveau de la question de l'arrivée, je peux vous donner des éléments d'information que vous demandez. Le chiffre d'une vingtaine de voyages que vous évoquez me paraît tout à fait plausible. Que l'ensemble de ces voyages ait été effectué, ces déplacements aient été effectués par un passeport diplomatique, me paraît aussi, un des deux passeports diplomatiques, me paraît aussi tout à fait plausible. Parce que, lorsque j'ai eu connaissance des faits au Tchad, j'ai demandé à notre poste de s'informer auprès des autorités tchadiennes si elles voulaient bien nous faire savoir si M. Benalla avait utilisé son passeport diplomatique lorsqu'il était arrivé à N'Djamena. Et les autorités tchadiennes ont confirmé qu'ils avaient utilisé le passeport diplomatique. Par ailleurs, j'ai interrogé un certain nombre de postes qui me paraissaient correspondre à des informations que je pouvais lire ici ou là
y compris d'ailleurs des informations, je ne sais plus comment il s'appelle, de M. Solomon, qui lui-même se vantait que M. Benalla utilisait son passeport diplomatique, en indiquant d'ailleurs lui-même, et je crois que M. Benalla a fait la même chose, ce qui est un imaginaire fertile, qu'à partir du moment où M. Benalla, je prends l'exemple de Oyo, qui est une ville du Congo-Brazzaville, où il est allé voir le président Sassou et il a affiché, M. Solomon qui le dit, dans un journal, je ne sais plus lequel, je passe avec un passeport diplomatique. Et donc tout le monde sait où je suis. Or, vous savez bien que le passeport n'est pas un outil de police ni de renseignement. Et le bruit ou la rumeur ou les propos, même de gens très sérieux selon lesquels, quand on a un passeport diplomatique, le ministre des Affaires étrangères sait où se trouvent tous les titulaires du passeport diplomatique, on serait alors dans un état... ça serait la fin de l'état de droit. Et donc ces propos sont dans l'imaginaire d'un certain nombre d'acteurs, dont M. Benalla. En tout cas, je reviens à mon argumentation. À partir du moment où je constate que là, il fait savoir qu'il utilise son passeport diplomatique, j'ai sollicité un certain nombre de postes pour des lieux où il était censé s'être rendu, et j'ai eu de la part du Tchad, mais aussi des autorités israéliennes, la confirmation que c'est bien le passeport diplomatique qui a été utilisé. J'en déduis donc que l'ensemble des voyages qui ont été effectués ont dû l'être avec le passeport diplomatique. Il y a une vingtaine de voyages qui ont été faits, avec des dates qu'on connaît, qu'on recoupe, parce que lui-même ou ses proches se sont beaucoup répandus sur ce sujet-là. Il y a eu le Maroc, il y a le Bahamas, il y a toute une série de pays divers et variés. J'en déduis que le passeport diplomatique a été utilisé dans tous les cas de figure. Merci de votre réponse, Monsieur le Ministre. Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien, nous allons revenir au renouvellement du premier passeport diplomatique qui a été délivré dans des conditions quelque peu surprenantes. Tout d'abord, la demande avait été formulée le 23 mai 2018, le lendemain du retour des 15 jours de suspension de M. Benalla. Et la demande a été présentée alors même qu'il n'avait plus vocation à se déplacer à l'étranger, puisque ses supérieurs lui avaient retiré la préparation et l'organisation des déplacements officiels du président de la République. Alors, vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous n'étiez pas, vous, en mesure, au ministère des Affaires étrangères, de connaître cet élément. Je ne vous interrogerai pas sur ce point. J'entends ce que vous indiquez. Cependant, quand même un élément sur lequel vous pouvez nous répondre, je pense, c'est que le deuxième caractère surprenant de cette demande est qu'elle n'a pas été présentée par la voie hiérarchique normale, c'est-à-dire le service du protocole de la présidence de la République, mais bien par M. Benalla, directement, qui manifestement n'en a pas référé à ses supérieurs. Comment se fait-il que vos services traitent cette demande qui finalement est formulée par un chargé de mission de l'Élysée, sans que le service du protocole ne soit en charge de cette demande, et alors même qu'elle a été faite à l'insu de son service, ce qu'il était possible de supputer. Madame, il s'agit à ce moment-là du chef de cabinet adjoint du président de la République. L'adjoint au chef de cabinet, chargé singulièrement de la préparation et de l'organisation des voyages à l'étranger. Il est en possession d'un passeport dont il demande le renouvellement. Et je ne suis pas informé à ce moment-là, personne n'est informé dans mon administration du fait qu'il a été suspendu d'une part et qu'il n'a plus ses fonctions d'autre part. Et donc, classiquement, lorsqu'il y a un renouvellement, puisque dans la première attribution, on vérifie l'ensemble des données concernant les demandeurs, y compris concernant les services de l'Élysée, la validation par le service du protocole. On demande même à ce moment-là le contrat de travail pour attribuer le passeport. À partir du moment où c'était un renouvellement lié à la fonction, avec des gens, des services avec lesquels mes propres services travaillent régulièrement pour l'organisation des voyages, je crois que le service concerné n'y a pas vu malignité et a engagé la procédure. Simplement, ce que vous avez oublié, c'est qu'on a envoyé copie de l'information au service du protocole. Compte tenu quand même de la qualité de nos services, oui, de la qualité de nos ambassades, oui, et du fait que M. Benalla a quand même acquis une certaine notoriété et que je suppose
on s'intéresse peut-être dans certains services à son activité, je ne sais pas, je fais des hypothèses. Vous paraît-il plausible qu'il soit reçu par le chef de l'État sans que personne à l'ambassade de France au Tchad ne s'en rende compte, n'en soit informé, ne vous saisisse de cette question? C'est une bonne question, monsieur le rapporteur. Je me permets de la poser. Je suis un habitué du Tchad dans différentes fonctions. Mais on pourrait en parler par ailleurs. Et je sais que quand on connaît l'aéroport de N'Djamena, on imagine bien qu'un avion privé de qualité qui se pose à N'Djamena ne passe jamais inaperçu. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais vous le dis aussi parce que nous connaissons bien cet aéroport, bon, ça se remarque. J'ai interrogé le 26 décembre notre ambassadeur sur ce sujet. Il m'a fait savoir qu'il était informé de ce déplacement et qu'il n'avait pas considéré qu'il fallait en faire rapport. Ah bon? Je lui ai fait savoir que c'était regrettable, il a reconnu que c'était une erreur d'appréciation d'un événement visuel qui avait été observé par tel ou tel, et il considérait que c'était la relation entre le président Déby et un individu, d'autant plus que l'individu n'était pas seul. Voilà ce que je peux vous dire, j'ai fait les observations nécessaires à notre ambassadeur. Mais pour terminer, vous nous avez dit que la copie de l'attribution du passeport diplomatique avait été envoyé au protocole de l'Élysée. Et il n'y a pas eu de réaction. Parce que ce qui est bizarre, voyez-vous, c'est que M. Benalla, sans passer, comme dit Mme Jourda, sans passer par le service officiel du protocole de l'Élysée, demande individuellement, donc, un passeport le renouvellement du passeport diplomatique, au moment même où il n'est plus chargé. Non mais, et donc, je conclus, et vous allez me dire si je comprends bien, Monsieur le Ministre, au moment où Monsieur Benalla est déchargé de l'organisation des voyages, y compris à l'étranger, puisqu'il a un passeport diplomatique, le ministre des Affaires étrangères n'en est pas informé. Non. Mais vous trouvez normal, à partir du moment où la personne qui s'occupe d'organiser les voyages à l'étranger, non, mais est déchargée, oui, mais qu'on ne vous dise pas... monsieur le rapporteur, moi je n'ai pas à m'immiscer dans l'organisation interne de l'Élysée. Mon interlocuteur principal, c'est le chef de cabinet du président de la République, qui est chargé lui-même globalement de l'organisation des déplacements, et il se faisait aider, entre autres par M. Benalla, sur un certain nombre de déplacements. Et donc du coup, lorsqu'il demande le renouvellement d'un passeport qui lui avait été tout à fait légalement attribué, personne n'y trouve à redire. Ça arrive dans beaucoup de cas et dans beaucoup d'administrations pour ceux qui ont un passeport diplomatique. Il est donc renouvelé, mais on le fait savoir, on le notifie. Oui, on le notifie au protocole. Si on pouvait réentendre, mais on ne va pas abuser, vous savez, c'est réentendre l'Élysée, quand même, c'est étrange que le service du protocole, recevant votre notification comme quoi vous lui avez renouvelé son passeport, alors que le service du protocole, je suppose, n'ignore pas qu'il a été déchargé. Mais vous ne savez pas. Parce que si le service du protocole... On le fait en toute bonne foi. Si le service du protocole ignore le fait que la personne a été déchargée de l'organisation de ses fonctions, c'est-à-dire qu'il y a un manque de circulation de l'information, ou qu'on a tellement voulu que cette décharge de ses fonctions fût ou resta discrète, que finalement, ni le ministre des Affaires étrangères, ni ses services, ni même le service du protocole de l'Élysée n'en avaient été informés. Bon. Le passeport diplomatique, avez-vous dit, a été invalidé. Effectivement, comme on est dans une forme de novation, vous l'avez expliqué, vous utilisez ce terme invalidé, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il signifie. Qu'est-ce que ça veut dire matériellement? Une fois qu'il est invalidé, qu'est-ce qui se passe s'il est utilisé? Deuxièmement, à quelle date, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous le redisiez, à quelle date cette invalidation a-t-elle été effective et quelles consignes ont été données aux différents services compétents à la suite de l'invalidation?
ce ne sont pas des consignes. La question de l'invalidation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de faire un autodafé du passeport, c'est de rendre son usage impossible. Et j'ai indiqué que la difficulté était de l'interconnexion entre les bases de données, y compris pour permettre à la police de l'air et des frontières de tel ou tel endroit de faire en sorte que lorsque le passeport est présenté, ça fasse le bruit nécessaire pour que l'on se rende compte qu'il n'est plus valide. C'est ça le sujet. Excusez-moi, je vous interromps pour préciser ma question, oui. Mais parce que j'avais peut-être pas bien compris la question. Alors, non, c'est peut-être moi qui l'ai mal formulée, mais vous comprenez. Je pense que la police de l'air et des frontières, elle est encadrée par des fonctionnaires qui ont une marge d'appréciation, et c'est pas simplement quand l'ordinateur fait un son qu'une alerte peut être donnée. Je comprends très bien que quand on introduit dans un ordinateur un dispositif, ça apporte une assistance aux fonctionnaires de police qui sont là. Parce que l'alerte est donnée par un mécanisme automatique, mais il existe certainement aussi des moyens pour que l'État donne à ses services de police des instructions en disant si Monsieur Benalla, que vous reconnaîtrez peut-être, sa photo est parue dans le journal, devait utiliser un passeport diplomatique, retirez-le lui. Est-ce que ceci, à la suite de vos demandes, a été fait? Est-ce que l'invalidation du passeport a cette conséquence dans le fonctionnement de l'État? Il ne peut plus voyager avec un passeport diplomatique, oui, bien sûr. Désormais, d'une part, parce que... Et à quelle date cette invalidation a-t-elle eu lieu? 26 ou 28 décembre. Donc il est sur les fichiers d'Interpol, il est sur les fichiers Schengen, et je l'ai dit dans mon propos de départ, mais là c'est sous l'autorité de l'Intérieur. Ma responsabilité est de demander l'invalidation. Oui, ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait à 2 reprises. Très bien, je vous remercie de ces réponses. Je l'ai fait à 2 reprises, mais c'est là qu'on s'est trouvé confronté au précédent du fait qu'il n'y avait jamais eu d'invalidation de passeport diplomatique dans l'histoire. Et donc monsieur... L'État n'était pas armé pour faire face à ce genre de difficultés. Et dans les fonctionnalités des outils informatiques, oui, mais il n'y avait pas invalidation. Donc pour retrouver le dispositif... J'essaye de vous faire admettre qu'il n'y a pas que des ordinateurs pour faire fonctionner la police de l'air et des frontières. Non, mais il n'était pas recherché par la justice, à ma connaissance. Oui, mais il pouvait faire l'objet d'instructions pour utilisation illégale d'un passeport diplomatique, d'instructions individuelles. Je vais donner la parole tout d'abord à M. Frassa, qui la demande. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il se trouve que comme sénateur des Français de l'étranger, je suis moi-même titulaire d'un passeport diplomatique. Eh oui, comme l'ensemble de mes collègues sénateurs des Français de l'étranger. Et par un heureux hasard, j'ai un visa pour le Tchad. C'est un visa, quand on a un passeport diplomatique, on l'obtient en fournissant une note verbale. Peut-être, première question que j'ai à vous poser, Monsieur le Ministre, pourriez-vous rappeler aux membres de la commission d'enquête qui sont moins habitués que nous à voyager avec un tel document ce qu'est une note verbale, comment elle se délivre, par qui et pourquoi faire? Puisque pour le Tchad, pour voyager au Tchad, on entre, quand on a un passeport diplomatique, avec un visa. La deuxième chose, pouvez-vous donc me confirmer qu'il faut une note verbale pour obtenir un visa diplomatique sur un passeport diplomatique? Ma troisième question, M. Benalla a-t-il sollicité une ou des notes verbales auprès du Bureau des visas et passeports diplomatiques de votre ministère pour demander des visas diplomatiques? Sinon, comment est-il entré avec son passeport diplomatique au Tchad, qui n'est pas un pays avec exemption de visa comme l'est le Congo? Et dans le cas contraire, et comme l'a déclaré le directeur de cabinet du président de la République à propos de la façon dont M. Benalla aurait obtenu un second passeport de service, pensez-vous que M. Benalla aurait pu utiliser de fausses notes verbales en vue d'obtenir de vrais visas diplomatiques? Monsieur le ministre. Une partie des questions qui concernent les autorités tchadiennes. Je ne vais pas répondre à leur place. Moi, je n'ai pas été informé d'une note verbale concernant M. Benalla et sollicitant auprès de l'ambassade du Tchad à Paris
un visa pour son déplacement au Tchad. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les informations, parce que je ne connais pas la réglementation propre de chacun des pays, mais je ne suis pas sûr que pour un court séjour, il soit obligatoire d'avoir un visa pour le Tchad. Je ne suis pas certain. Mais enfin, c'est à vérifier. Mais en tout cas, à votre question, c'est non. Bien, non aux 3 questions. Alors maintenant, je donne la parole, merci d'abord à Madame L'Herbier, à Monsieur Jacques Bigot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on a compris que Monsieur Benalla, après son licenciement fin juillet, a très rapidement trouvé une activité apparemment un peu particulière d'intermédiaire à l'international, dans des affaires, avec des relations avec un homme d'affaires. Dès lors, comme nous l'a rappelé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, M. Benalla n'avait aucune interdiction de sortie du territoire. Il pouvait utiliser un passeport ordinaire, demander des visas et circuler. L'utilisation de passeports diplomatiques pouvait peut-être lui faciliter l'entrée, mais est-ce que, sous réserve d'ailleurs qu'il n'y ait peut-être pas de mention de la profession sur le passeport diplomatique, est-ce que le fait d'avoir un passeport diplomatique et de faire usage, comme il l'a fait d'ailleurs pour vous demander, le renouvellement le 23 mai du passeport diplomatique d'une fonction qu'il n'avait plus, a pu lui faciliter les relations qu'il a nourries à l'international. Et dans ce cas-là, et ça rejoint notre mission, est-ce qu'on ne risquait pas de mettre notre président de la République en danger par le fait que l'un de ses anciens collaborateurs pouvait continuer à faire croire qu'il était encore collaborateur et qu'il avait donc des droits d'entrée particulières et des relations particulières? Sur les intermédiaires, Monsieur Bigot, et je crois qu'il y a une autre question aussi sur les intermédiaires, moi, je suis très clair et très ferme là-dessus. Je ne connais pas d'intermédiaire et je souhaite ne pas en connaître. Et j'ai fait savoir à la demande du Président de la République, à l'ensemble de nos postes, que personne ne pouvait se prétendre intermédiaire de quiconque. Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est une affaire très confuse. On a du mal à y voir clair. J'ai une question très simple. Monsieur Benalla avait de nombreuses missions. Je parle avant le 1er mai 2018 et il était chargé d'organiser les voyages à l'étranger de Monsieur le Président de la République. Connaissiez-vous Monsieur Benalla? Je ne vous demande pas ce que vous en pensiez. Connaissiez-vous Monsieur Benalla? Deuxièmement, vous nous avez indiqué que pour obtenir un passeport diplomatique, il fallait un contrat de travail. Donc son passeport diplomatique qu'il avait demandé le 23 mai et qu'il a eu le 24 mai 2018, pouvez-vous nous dire pour quelle durée il avait eu ce passeport? Connaissez-vous Monsieur Benalla? Non. Enfin, je crois que je ne l'ai jamais vu, mais peut-être qu'il m'a vu, lui, mais moi je ne le connais pas. Le contrat de travail était de 5 ans. Et donc l'usage veut, vous savez que nous ne pouvons pas accorder de passeport diplomatique que pour une durée de 10 ans. Et entre 1 an et 10 ans, c'est à la discrétion du ministre en charge. Et généralement, on affecte les durées, bon, tout ça est un petit peu, à mon avis, un peu artisanal, entre 1, 2, 3 ou 5 ans en fonction du contrat, du mandat, de l'activité de la personne, et c'est renouvelable. Voilà ce que je peux répondre. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, compléter. Donc si c'était de 5 ans, 18 et 5, ça fait 23. Donc non, c'était jusqu'à 2022, pardon. Excusez-moi. 4 ans. Jusqu'à la fin c'était jusqu'à la fin de son mandat, de sa mission. Qui s'est terminé. J'ai dit ça en commençant, je donnais même la date de péremption. C'était valable le deuxième passeport jusqu'au 19 septembre 2022. La date est précise. Ou en tous les cas à l'expiration de la fonction de M. Benalla. Voilà, ou à l'expiration de la fonction de M. Benalla. Évidemment, c'est lié à la fonction. Bien sûr. Autrement il tombe. C'est valable pour tout le monde. Voilà pour les temps forts des travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Pour rappel, Alexandre Benalla a été convoqué lui-même par les sénateurs. Une audition à suivre lundi 21 janvier dès 13h30 sur notre antenne. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.